Gustave Léonhardt fait partie de cette génération pionnière qui a renoué véritablement avec le répertoire baroque, sans le romantiser. Contrairement à Nikolaus Harnoncourt, Léonhardt ne commentait pas son art. « Je suis devenu musicien pour ne pas parler. En jouant, j'exprime tout ce que je peux. Si cela ne suffit pas, les mots ne peuvent rien. Si cela suffit, ils ne servent à rien non plus, disait-il. » Avec des interprétations au climat plus vif que ses prédécesseurs, plus proches de l'origine des inspirations du compositeur, plus léger aussi, Léonhardt a également été l'un des premiers à jouer sur de véritables clavecins d'époque. Je vous propose ainsi de nous concentrer dans un premier temps sur Gustave Léonhardt le claveciniste, un soliste qui a considérablement marqué l'histoire de l'interprétation, et dans un second temps sur le chef d'orchestre, qui était lui aussi un immense artiste. Le style de Léonhardt au clavecin se caractérise d'emblée par une sonorité ample, une largeur de son exceptionnelle alliée à un phrasé très clair. Et cette clarté devient parfois tellement fine, figurant quelque chose de solaire ou bien de plus contrasté, que cela en devient parfois une ligne presque tragique. Léonhardt peut ainsi varier les registres d'intensité ou de sonorité afin de donner l'effet qu'il souhaite à l'œuvre, sans que jamais cet effet ne paraisse artificiel avec emphase ou excessivité. On retrouve cette ampleur de son alliée à un art du contrepoint sans doute sans égal dans le deuxième contrepoint de l'art de la fugue de Bach, avec des graves qui ne sont pas carillonnants mais bien d'un son profond et sincère, sans pour autant verser dans la grandiloquence.
Léonard claveciniste est toujours dans une forme de contrôle, mais qui se remarque sans retenue manifeste, c'est-à-dire que Léonard se donne toujours corps et âme à l'œuvre qu'il interprète. L'instrumentiste donne une intensité exceptionnelle à l'œuvre, mais sans jamais la rendre romantique, au sens de la rendre anachronique. Ce contrôle du claveciniste donne une forme d'évidence qu'on ne retrouve pas chez les autres interprètes dans les mêmes œuvres. D'ailleurs, Léonard est loin d'avoir enregistré tout le répertoire baroque, notamment en ce qui concerne Rameau, pour ne citer qu'un exemple. Et on retrouve ce contrôle naturel comme inné, conjugué à une intensité dans l'interprétation absolument hors du commun, dans l'interprétation que fait Léonard de la 4e fugue du premier livre, du clavier bien tempéré de Bach, avec une théâtralité extraordinaire et une forme de drame qui se joue et s'invente sur le moment, avec presque un sentiment d'angoisse, au sens d'une inquiétude ou d'une incertitude. Les nuances sont toujours extrêmement travaillées chez Léonard, et la recherche de perfection de l'instrumentiste le rapproche d'un raffinement tout à fait naturel. Léonard réussit par les contrastes entre sonorité et climat à donner à chaque pièce sa singularité tout en gardant une cohérence rare. De plus, Léonard sait adapter la matière, un point qu'il maîtrise particulièrement bien, à chaque composition pour la servir au mieux d'une manière humble. On retrouve dans l'interprétation du rappel des oiseaux de Rameau, l'une des très rares incursions de Léonard dans la musique de Rameau, un ruissellement savamment nuancé. Il y a ici une finesse et une précision qui rendent la pièce solaire et complètement apollinienne. Il y a chez Léonard une recherche de l'équilibre quasi absolu, avec un art du contrepoint sans doute unique dans l'histoire récente du contrepoint. Et on retrouve ce souci de rendre l'équilibre naturel, comme inné ou inscrit dans la partition en elle-même, ce qui est tout de même relativement le cas dans la musique baroque, sans même parler de Bach. Sans que le discours n'en fasse trop, Léonard laisse la musique de Bach se développer comme par elle-même, se contentant de souligner le déroulement de la pièce. On observe ici un son métallique comme doré, à la fois très coloré tout en ne se perdant jamais dans des détails, malgré une certaine lenteur.
Gustave Léonhardt a marqué, avec Nicolas Harnoncourt, un renouveau, si ce n'est une révolution, dans la manière d'interpréter le répertoire baroque, avec des instruments anciens et une historicité s'appuyant notamment sur la vivacité. Mais Léonhardt était également un remarquable chef d'orchestre, au style vif et assez rond, sans négliger les angles quand il y en a, avec un respect absolu pour la composition, dans un souci d'historicité quasiment inédit jusque-là. Gustave Léonhardt, chef d'orchestre, instaurait toujours dans ses interprétations une matière, sans que jamais cela ne devienne lourd. Le chef trouve le point d'équilibre entre légèreté et lourdeur, et ce avec une ampleur conjuguée à des tempi allants sans pour autant être précipité. La matière est ainsi comme organique dans la direction de Léonhardt, mais elle n'est jamais épaisse ou boueuse, elle est simplement au service d'une vision globale, comme pour assurer plus de cohérence, un climat qui unit des moments qui pourraient, sous une autre baguette, être distincts, les uns à la suite des autres, et ce qui n'est jamais le cas chez Léonhardt. La cantate BWV 54 de Bach apparaît ainsi comme non seulement extrêmement lumineuse, mais surtout comme la source même d'un équilibre naturel. Comme dans ses interprétations en tant que soliste, ce qui saute peut-être premièrement à l'oreille, cela reste la matière chez Léonhardt. Il y a chez Léonhardt en tant que chef d'orchestre, comme c'était déjà le cas en tant que soliste, un sens de la mise en scène, une manière d'installer un climat très théâtral propre à chaque œuvre. On remarque ainsi une attention toute particulière portée, comme chez les grands musiciens de manière générale, au silence. Ce dernier possède un rôle prépondérant dans les interprétations de Léonhardt, et c'est aussi lui qui permet à Léonhardt d'insuffler une dimension céleste à la musique de Bach. On peut ainsi particulièrement bien étudier la théâtralité, ce sens de la mise en scène, conjugué sans aucun effet superflu à un art de la respiration, du silence, qui rend une nouvelle fois le début de la Passion selon saint Matthieu organique et spirituel à la fois.
Leonhardt garde toujours une ligne claire, avec une direction vers laquelle l'interprétation se dirige, avec ses nuances et ses contrastes, certes, mais sans que jamais la cohérence ne soit perdue. Cela n'empêche pas le chef de garder le sens du détail, mais jamais il ne semble s'égarer, ne devenant de fait ni démonstratif ni anecdotique, ce qui peut arriver lorsque les détails prennent l'ascendant sur la cohérence de l'ensemble. On retrouve cette clarté musicale qui semble avancer d'une manière à la fois déterminée et avec ce qu'il faut de mystère pour garder le souffle propre à l'œuvre, dans la manière avec laquelle Leonhardt dirige Purcell. Gustav Leonhardt était un artiste complet. Ses enregistrements témoignent d'une recherche permanente, d'un souci d'historicité nouveau et d'une musicalité sans doute alors inédite pour ce qui est du clavecin. Il reste la figure la plus marquante de son instrument au XXe siècle, avec Wanda Landowska peut-être, pour la redécouverte qu'elle amorça, et que Leonhardt poursuivit, approfondit et perfectionna. Ma source était, pour les citations et les indices biographiques, l'article de Juliette Garrigue dans l'Encyclopédie Universalis.